J'ai vraiment un king pour l'eau pétillante, je sais pas pourquoi. C'est très bien. Et toi, t'es team quoi? Salut guys, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Flamboyante après quelques semaines de vacances si vous écoutez le podcast en temps et en heure. Bonne année par ailleurs. Cette semaine, mon invitée est une drag queen qui s'appelle la Mariposa. J'espère qu'elle va vous plaire. Elle vient de Bordeaux, vous la connaissez peut-être. Si vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir aujourd'hui. Avec elle, on a parlé de ses racines espagnoles, de sa grand-mère d'ailleurs, qu'elle a déjà fait monter sur scène et qui lui inspire beaucoup son drag et son travail. On a parlé de l'art comme exutoire, on a parlé de make-up évidemment, de wig, on a parlé de politique aussi et des polémiques auxquelles elle a dû faire face malgré elle et dont elle s'est relevée d'une main de maître. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle écoute. Bisous. Coucou la Mariposa. Salut, enchanté. Comment ça va? Eh ben ça va très bien. Mariposa, c'est papillon en espagnol. Exactement. Tu te souviens quand tu n'étais qu'une chenille? Je m'en souviens à chaque fois que je me démaquille que j'ai une chenille. J'aime bien. En plus, j'ai choisi vraiment ce nom dans l'idée de la métamorphose et du processus avant, donc on va dire de la chenille vers le papillon. Et l'idée que ça ne dure que 24 heures et puis que tout s'efface et tout recommence. Et je me souviens, oui, plutôt quand j'étais une chenille avant de faire du drag, si c'est ça la question. C'était c'était spécial, pas trop en accord avec soi-même. J'avoue que avant de commencer le drag, j'avais de la chance d'être quand même dans des formations de danse pluridisciplinaires, conservatoire et tout ça, mais bloqué sur qui je suis, comment je suis. Et je pense que c'était tout un reste du collège-lycée où tu te mets un peu dans la norme, tu es un Bien peu plus sûr. masculin, donc on bloque tout ce qu'on peut être au fond de soi. Et cette étape de chenille, ouais, elle a été un peu compliquée. J'ai vraiment vécu peut-être 3 ans de ma vie en me disant mais qui je suis, qu'est-ce que je dois faire dans ce monde, est-ce que je suis gentil, je suis méchant, est-ce que je suis vraiment un artiste, Ouais. est-ce que je suis tout ça. Et puis trop bien que le drag soit arrivé et répondu et dans la danse et dans le drag à toutes ces questions de qui je suis. Ouais, c'était l'éclosion, quoi. Carrément. Le drag, ça met en avant quelque chose d'assez universel, qui est en fait la transformation de soi, mais qu'au final, on vit tous. C'est-à-dire, au fil du temps, là, tu parles ce qui est bien, ce qui est mal, qui je suis, etc. On passe tous par ça, tu vois. Peu importe notre identité et tout, donc parfois à des degrés différents. Mais c'est juste que le drag, en fait, c'est plus codifié, peut-être plus théâtralisé, plus perceptible à l'œil nu, parce que ça passe par l'art et par l'aspect Carrément. physique. Puis ça exagéré Bien sûr. son maximum, mais c'est vrai qu'il y a l'idée de la transformation même quand tu vas à une soirée, comment tu t'habilles, comment tu te coiffes, à notre endroit. Moi j'aime cette idée-là et je sais quand il y a plein de copines qui ont découvert le drag, elles s'en disent trop cool. J'ai osé après mettre un trait d'eyeliner, une mini-jupe, un col en rési Hmm. et de se transformer en soi-même même dans le quotidien ou pour aller à une soirée. Et au final, le drag qui montre l'extrême, en fait, n'est un exemple que de la transformation qu'on peut avoir au quotidien, Ouais. d'une couleur de cheveux, d'un changement de carrière. Et toi, ton personnage de la Mariposa, il, il t'a fait évoluer au quotidien, dans ta vie quotidienne? Il m'a fait expérimenter qui j'étais, comment j'étais. Donc oui, il y a une évolution. Forcément, là, ça va être en avril, ça fera mes 6 ans de drag. Donc j'ai commencé quand même assez jeune au final. Et donc, quand tu as tout d'un coup de la lumière sur toi, euh, bien sûr, tu passes par des étapes de surconfiance en soi, de surexcès de fête, sursociabilisation, et puis tu te manges un mur, 2 murs, 3 murs, puis tu peaufines en fait qui tu es, comment t'as envie de vivre la chose. Si je te demande qui est la Mariposa, tu me racontes qui tu es toi au final. Je raconte qui je suis en racontant l'histoire de ma famille, parce qu'en fait je me suis inspiré d'abord de ma grand-mère espagnole qui s'appelle Maria. Ma mère aussi s'appelle Maria, mon ancienne arrière-grand-mère Maria. Tu vois, Ah en oui, c'est un Espagne. héritage, Ouais, Chopin. ouais, c'est des héritages. Donc je m'appelle Mariposa. Ok. Euh, et au tout début, ben vraiment pendant au moins les 6 premiers mois, je parlais en français avec l'accent espagnol. Et par exemple, je faisais des mariés noirs parce que ma grand-mère a été mariée en noir parce elle était enceinte avant le mariage et que c'est un péché Donc dans la culturellement, religion. à ce moment-là, on doit se marier en noir. Ouais, si on est enceinte à l'époque en Espagne, dans un milieu religieux, et qu'on doit se marier en noir. Donc Hmm. prouver à l'église, dans l'église, arriver en noir comme le péché en fait.
Ça, c'est un vrai truc. Je sais que ma mère, par exemple, quand elle s'est mariée, elle était enceinte de mon frère. Ouais. Et du coup, ma grand-mère, elle a dit, en fait, impossible que tu mettes une robe longue. Elle devait mettre une robe courte. Ouais. Donc, je sais pas trop, faudrait que je remonte un peu bibliquement ou historiquement ce que ça veut dire, mais c'était La impossible, tu longueur. vois. La longueur C'est fou, ça, je savais de pas, la tu vois, ça. robe. Incroyable. Je crois que c'est aussi compliqué d'être en blanc. Je crois qu'il faut plus être sur de l'écru ou un truc un peu comme ça. Ouais. Mais Mais oui, parce que c'est si le étonnant. blanc, c'est être vierge. Bien sûr, la pureté, le ouais, truc, ouais. quoi. Ok. On va revenir un peu sur l'aspect familial, parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il est important pour toi et dans ton drag. Mais avant, je voulais te citer. T'as dit dans une interview, moi, en tant que Lucas, je n'aurais jamais osé chanter, danser devant une centaine de personnes. Quand je suis Mariposa, j'ose beaucoup plus. Est-ce que le drag, ça te désinhibe? Oui, moi je pense que le drag, c'est comme le travail du masque, comme un comédien. Tout d'un coup, quand ton image et ton identité est cachée, qu'est-ce qui ressort de toi, au plus profond de toi? Qu'est-ce que tu oses faire? Et moi, je l'ai ressenti très fort. Par exemple, sur scène, mes premières performances, j'étais très dure et très impactante. C'est-à-dire, si je tapais un endroit où je lançais un truc, où je faisais un reveal, tout était très fort, comme une espèce d'urgence de dire vite, vite, il faut que ça sorte, quoi. Un exécutoire, non pas un exécutoire, ça ne marche pas. Un exutoire. Un exutoire, plutôt. C'est bon, pas ça le même passe, truc. ça passe. C'est un peu plus intense, mais... En vrai, je me demande si ça fait pas ça avec l'art en général, d'ailleurs, tu vois. Est-ce que quand on est dans la création de quelque chose, on prend pas beaucoup plus de liberté que dans le quotidien et on s'interdit beaucoup moins de choses? Oui, c'est un terrain de jeu de la créativité. Au final, on pourrait se rendre compte qu'au quotidien, on pourrait l'appliquer, hein. Ça peut être créatif de la manière dont tu vas à un endroit. Bien sûr. Tu vas en vélo, tu vas avec le bus de tourisme, ce que tu veux. Mais quand on te dit, ok, ça c'est maintenant un espace artistique et de créativité, là tout d'un coup, les personnes, on se découvre des natures, tu vois, hyper créatives. On a des déverrouille un idées. peu nos... Oui. Peut-être que c'est parce qu'on est un peu intimidé, un peu lâche dans la vie, mais parce qu'on nous apprend ça aussi, tu vois, et que du coup, on apprend plus le regard de l'autre, etc. Pas trop parler, pas trop en Ouais, faire, c'est pas trop marrant, en dire. Ton drag, c'est un hommage à ta grand-mère, Oui. notamment. Et j'ai lu un truc qui était qu'elle t'offrait des robes et des bijoux quand t'étais enfant. Ouais. Et ça me déglingue parce que c'est très flamboyant comme éducation. C'est ouf. En fait, je m'en suis aperçu que c'était ouf au moment de mes 18 ans et de commencer à être dans mon émancipation, de mon identité, de ma vie. Et en plus, famille espagnole, donc j'ai 7 oncles. J'ai une tante et ma mère. Ouais. Du coup, c'est vraiment toute une éducation machiste, vraiment les femmes d'un côté à table, les hommes de l'autre. Ah, ça, tu l'as vu quand même. Ah, tu l'as ça, je l'ai ressenti. vécu, hein, je l'ai vécu. Très prononcé. Mais dans tout ça, il y avait ma grand-mère qui avait le goût de la scène et qui, à chaque repas de famille, se mettait une perruque, un costume et allait sur scène. Et puis moi, très vite jeune, j'adorais ça aussi. Donc d'abord à me prendre la main, à me déguise et je monte avec elle sur scène. Et puis j'avais une malle à costume. Et dans cette malle à costume, il y avait les robes que ma grand-mère, portait sur les bals en Espagne, où elle me décrivait petit, qu'elle allait avec des escarpins, léopards, qu'elle se faisait draguer, beaucoup de bijoux, beaucoup de maquillage dans la culture espagnole. Du coup, j'avais des boucles d'oreilles à clip de ma grand-mère, mais mélangées avec un chapeau de magicien, un costume de clown, un costume de Big Deal. Trop Vraiment, bien. j'avais tout, mais j'avais ces robes-là. Et donc, ça arrivait que des fois, mais vraiment, on parle j'avais même pas commencé le cirque, c'est-à-dire j'ai commencé à 5 ans. Avant ça, je mettais les robes au Nouvel An et je faisais un numéro de Fresh Cancan avec un grand écart. Mais vraiment, en plus, pas vraiment dans l'idée d'incarner un personnage, quoi. Et j'incarnais à ce moment-là, les femmes de ma famille espagnole, puissantes, fortes. Donc, au final, t'as toujours fait ça. Au final, j'ai toujours fait ça, ouais. C'est un truc de ouf. Ouais. Et t'as habitué ta famille aussi à ça, Oui. du coup. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai énormément de chance que vraiment toute ma famille est à fond derrière moi. Et voit en fait l'enfant que j'étais à 4 ans, en train de faire un Fresh Cancan avec les habits de ma grand-mère. Aujourd'hui, j'ai fait une formation de cabaret où j'ai appris le Fresh Cancan. Du coup, il y a une espèce de lien, quoi. Et ma grand-mère, mes parents viennent toujours à mes shows, toujours un petit tape pour la famille. Des fois, ma grand-mère, elle monte sur scène pour chanter une chanson. Elle a l'air incroyable, cette grand-mère, par contre. Ouais, elle est cool. Je ne veux que la rencontrer. Ouais. On refera un épisode 2, tu peux l'inviter. Grave. Ok. La abuelita. J'adore. Bon, il faut lui parler en espagnol. Alors, je sais pas pourquoi. Bon, elle a des problèmes d'audition, donc elle a un appareil.
Mais tu lui parles en français, elle est en mode quoi? Tu lui parles en espagnol, elle comprend tout d'un coup. Ok. Mais toi, tu parles espagnol couramment. Ouais. Bah voilà, Alors, tu feras la. je le perds un peu parce que c'est comme tout, ça se pratique. Ok. Oui, bah oui, Mais c'est ça, sûr. ça a des trucs à enclencher. Mais ouais, il y a au moins 5 ans de ma vie où j'ai parlé qu'en espagnol à ma grand-mère. Tu feras la trad. Mais tu parlais beaucoup en espagnol dans ton drag. Oui, au C'est toujours début, le ouais, cas. ouais, Au ouais. début, tu faisais beaucoup ça. Maintenant, beaucoup moins. Ouais. Parce que le fait d'arriver à Paris, du coup, je devenais la bordelaise, alors qu'à Bordeaux, j'étais l'espagnol. Et mon nom, qui était au début la señorita Mariposa, Ouais. est devenu la Mariposa pour aller plus vite à Paris. Et puis, en fait, c'est un peu lycée, mainstreamisé, on va dire. En tout cas, ça me touche de ouf ce que tu racontes sur ta grand-mère, mais je me demande si, de manière générale, alors pas toujours malheureusement, mais les grand-mères incarnent pas un espèce de truc un peu lumineux dans les familles, où genre, c'est hyper étonnant parce que des fois, tu peux te dire, ok, d'un point de vue âge, etc., tu vois, ça impose peut-être le fait que on comprenne pas Mm. qui on est, ce qu'on fait, etc. On peut être un peu galvaudé par des codes, des anciens codes, des anciennes époques et tout. Et j'ai l'impression qu'en fait, les mamies, beaucoup, elles incarnent un espèce de truc où quand elles vieillissent, je sais pas, c'est parce qu'ils ont plus rien à foutre ou quoi, tu vois, mais une espèce de truc où il ne leur reste que l'amour de leurs proches et tout, et ils Ouais, sont vachement dans le lâcher prise. c'est vrai. Et parfois beaucoup plus que la génération d'en dessous qui sont leurs enfants, Carrément. tu vois. Mais je trouve qu'il y a vraiment un truc générationnel qui est fort. Pour moi, par exemple, quand je vois l'histoire de ma grand-mère qui, elle, a le souvenir de voir passer le camion de Franco devant chez elle, Ouais. et de me dire que je suis en train de passer du temps avec ma grand-mère qui a vécu ça, quoi. Alors que moi, c'est un truc que j'ai étudié en histoire et qui est choquant. Et comment aujourd'hui, dans notre génération, ils arrivent à être encore eux et encore plus eux et se découvrir. C'est vraiment le côté que j'aime trop avec ma grand-mère, c'est qu'encore elle se découvre par le Mmh. lien qu'on a. Et je trouve ça incroyable et je pense qu'elle saute quand même une génération, celle des parents entre les deux, hein. Je Ouais, pense tu que c'est vois. vraiment grands-parents, petits-enfants où ça marche. C'est étonnant, hein. Ouais, parce que si par exemple, je discute souvent avec ma mère de elle, comment elle a vécu son enfance, c'était vraiment atroce, quoi. Ouais. C'était un moment où à l'école ils y allaient à pied, ils faisaient 3 kilomètres le matin, le soir, ils étaient 9 à la maison, un frère qui décède, une migration de l'Espagne vers la France, donc c'était pas sympa, hein. Puis c'était l'éducation coup de bâton, coup de claquette, c'était pas beaucoup d'amour, l'amour passait par le repas souvent, et de me dire qu'aujourd'hui moi j'ai une relation privilégiée avec mes grands-parents, Toi, je tu trouve ça ressens cool. l'amour avec ta grand-mère. Ouais, énormément. De tout ce qu'elle me dit, elle a besoin de me le dire, elle me le dit souvent. Euh, elle en a besoin. Elle m'a dit le plus beau, la plus belle chose qu'elle a vécu de toute sa vie, le plus beau souvenir de toute sa vie, c'était, je faisais le dragathon à Paris Ouais. il y a 3-4 ans, et elle est venue me voir. Et elle était tout devant la Donc scène. le dragathon, c'est un événement où en fait il y avait des dragues en compétition. C'est ça, c'était une compétition de drague, c'était la première compétition de drague à Ouais. Paris, où Cookie a gagné, Médusa a gagné. Ah mais j'étais là en plus. Tu C'est étais marrant là? que tu parles de ça, ouais. Oh, Ouais, j'étais là, cool. j'étais jeune, je venais d'arriver à Paris. C'est ça. Ok. Et du coup, elle est devant, et puis on sent qu'on gagne au moment des votes du public. On sent qu'on est en duo avec Manlibi, on sent qu'on va gagner. Ma grand-mère est folle. Puis l'orga fait monter ma grand-mère sur scène avant l'annonce, et elle lui fait chanter une chanson en espagnol devant tout le monde. Incroyable. Elle chante a cappella. Mais ça, c'était la première édition ou la Du deuxième? dragaton? Ouais. Ah non, ça, on était vraiment sur la 6e peut-être. Ah, alors j'étais peut-être pas là. Moi, j'étais là pour quand Médusa a gagné. Ouais, c'était le All-Star, c'était 2 ans avant moi. Ah, d'accord. Ouais. Moi, j'ai loupé ce moment-là. Je me suis dit la grand-mère sur scène, je me serais souvenu, c'est Oui, sûr. oui, oui. Et du coup, c'était trop drôle parce qu'au moment où on gagne, tout le monde dit la vraie gagnante, c'est la Abuelita, quoi. Ah bah bien sûr. Puis tout le c'est monde sûr. fait une file d'attente. Après, elle redescend, elle est en fauteuil roulant, ma grand-mère. Ouais. Et tout le monde fait la file d'attente pour la smaquer sur la bouche. Tout le Donc, monde voulait la voir. toute la boîte la smaquer sur la bouche. Et c'était la première fois de sa vie qu'elle venait à Paris. C'est Ouais, beau ouais. quand même. Non, c'est trop bien. Est-ce que faire du drag, c'est faire l'amour? Il y a plusieurs cercles de ce que ça veut dire faire du drag, faire l'amour. Je pense qu'une performance, ouais. C'est un peu faire l'amour au public. Pour moi, il y a un truc du désir quand même. Enfin, moi, personnellement, dans ma corporalité, dans ma posture, j'aime l'idée de montrer la chair, tu vois, qu'elle est là, qu'elle est présente. Hmm. Et puis, faire l'amour de manière plutôt érotique et par la pensée. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait de la projection.
J'aime l'idée qu'on se dise c'est un garçon, c'est une fille. Ouais. Mais j'aime bien, et il y a une forme de désir là-dedans. Après, dans comment on le vit, l'interprète, on se fait pas l'amour, quoi, non. On se fait même un peu de mal. Ah ouais? Ou alors ça serait l'amour, mais aïe, quoi. C'est la Pourquoi? passion qui fait mal. Je trouve quand même que le drag, ça fait mal psychologiquement, et ça fait mal niveau physique aussi. Dans Déjà, tu passes 2 heures à te maquiller en étant assis, donc là, t'en peux plus. C'est le moment de débuter la soirée. Et puis là, tu mets ton costume, donc string de tucking, ceinture, tape, perruque, talons. Et physiquement, c'est très 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 éprouvant, quoi. C'est ce qui fait que ça donne un côté magique au drag, hein. C'est cool quand on voit cette créature-là, ce super-héros sorti de la réalité. La réalité, c'est que moi, je trouve que ça coûte vraiment le drag. Pour le bien et pour le côté négatif aussi. Je pense que c'est important aussi des fois de ressortir du drag pour pouvoir, même socialement, même physiquement, se reposer. Pour aussi être bien avec soi-même, parce que le fait que ça soit devenu une profession, le drag, ça oblige l'artiste à se remettre dans cette condition de drag pour aller travailler. Sauf que quand tu accumules des couches de ça fait mal, à un moment donné, ça pète. Et quand ça pète, dans le milieu de la fête, rapport à l'alcool, à la drogue, aux autres, aux patrons. Moi, je sais que j'ai beaucoup de copines qui rentrent chez elles, elles pleurent, et puis le lendemain, elles repartent parce qu'elles n'ont pas le choix, quoi. C'est vraiment ce switch. Quand le drag devient ton métier, tu deals avec quelque chose qui est un peu particulier. Des fois, je l'apparente, je le compare, pardon, aux comédiens ou aux danseurs, mais il y a quand même son corps n'est pas si modifié de l'entraînement à la scène. Il va être modifié par le costume, par le maquillage, mais il va pas être modifié par la forme du corps, par la hauteur du corps. J'ai reçu un mail du coup. Justement, toi, après une performance, ça se passe comment? Ça se passe bien ou c'est compliqué? La redescente? Ça va. J'ai beaucoup de facilité maintenant quand même à redescendre, parce que j'ai l'esprit déjà en amont qui est préparé à la performance, mais qui est préparé à l'après. Ouais. C'est plutôt quand le démaquillage qui est un peu plus compliqué pour moi, le moment où tu enlèves tout. C'est-à-dire que moi j'ai la peau qui me brûle parce que j'ai une grosse barbe. Par exemple, quand je suis avec quelqu'un, je ne peux pas embrasser longtemps, je n'ai même plus de libido. Je ne pourrais pas coucher après avoir fait du drag. Le après performance, non, il est plutôt cool, puisque tu viens de vivre quand même un moment de lumière et puis un moment d'amour avec les gens. T'as des retours souvent. T'as des gens qui viennent te voir, qui te posent des questions. Donc ça, c'est la partie un peu cool. Mais moi, avant, je buvais beaucoup plus, je faisais beaucoup plus la fête. Donc j'avais un personnage vraiment très festoyant. Ouais. Maintenant, je gère beaucoup plus mon job. Du coup, ça fait que je vais boire 2 verres. À la fin, je vais réussir à discuter une demi-heure. Et à un moment donné, j'ai ma batterie sociale qui fait bip, bip, bip. Et là, tu te dis, je peux rentrer, c'est bon. Ouais, là, il faut que j'entre. Je ne peux plus, enfin, je pourrais même plus rester. Avant, tu te forçais? Ben, je pense que je me forçais, mais en buvant. Je buvais pour tenir. Bad mood. Bad mood, ouais, bad mood. Du coup, ça faisait qu'à un moment donné, dans cette ultra joie, il y avait l'ultra pleur et l'ultra tristesse qui pouvait arriver d'un coup. Et puis à un moment donné, je suis même arrivé à la fabulation sous alcool, hein. Avec 2 verres d'alcool, je fabulais. Ouais. Je mélangeais tout socialement, mes amis qui étaient autour de moi, je savais pas si c'était là pour le drag, si c'était là pour moi. Enfin, il y a eu toute une période où c'était vraiment très compliqué. Comme j'étais la première drag à Bordeaux à commencer à avoir une grosse influence, c'était intense, quoi. Mais je pense que je serais pas qui je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu cette manière très intense. Moi, je crois que j'ai un besoin un peu que ça déborde et venir essuyer pour réajuster, plutôt que remplir goutte par goutte. Donc j'ai débordé au niveau du vase, émotionnellement, socialement, dans ce qui se fait pas. Et puis c'est cool, ça m'a fait re-questionner qui je suis, ce que je veux, etc. Et aujourd'hui quand même, je me sens beaucoup plus installé dans moi-même avec le drag. J'ai eu l'intermittent, j'en fais beaucoup moins de dates. Je refuse des cachets qui sont trop bas pour moi. Donc je trouve mon rythme là où ça me fait plaisir, et je le vois, et je sépare maintenant les choses. J'ai ma vie et le drag. Les cookies sont délicieux. Ça va être très drôle de faire une interview avec des cookies plein la bouche. Alors voilà, vraiment. Écoutez, c'est gourmand. C'est cool, moi, mon processus, donc, de cette idée où je devais être masculin, avec les codes masculins, pas trop féminins, pas trop efféminés.
J'étais en formation à Bordeaux, dans une formation où on faisait tous les mois une espèce de show avec du tas d'impro, on se mettait, on costumait. Donc j'ai commencé avec un corset, un peu de maquillage, un chignon, un talon. Et puis RuPaul Drag Race est arrivé à moi, enfin arrivé à tout le RuPaul. monde sur Netflix. Comme tout le monde finalement. Ouais. Oui, je fais vraiment Passage un partie peu oui, oui, obligé. oui. À partir de la saison 6-7, tu vois. Puis un jour, une scène ouverte, et puis là, je me dis, ok, c'est bon, c'est le moment. Là, je fais full drag. Donc j'achète mon make-up, une pote qui m'aide un peu, je rassemble des trucs, j'essaie 2-3 make-up avant, et je fais ma première scène. C'était déjà la Mariposa? Il y avait tout. Ok. Il y avait l'accent espagnol, les ailes de papillon. Ah et, oui, Ouais. Et il y sens avait... littéral quoi. Oui. J'aime. Et j'avais tout fait moi-même. J'avais cousu, j'avais fait même des cours de couture pour apprendre à faire mes costumes. Ouais, tu y allais vraiment entièrement. Vraiment. Ah mais à 100%. J'avais juste pas compris qu'il fallait apprendre les paroles d'un lip sync. Ah merde. Mais je me suis très bien dandiné sur C'était scène. quoi le lip sync? C'était un mash-up horrible. Toutes les musiques les plus... il y avait du Ringos. Donna Summer. Ouais, On ouais, adore ouais. Donna Summer. Oui, mais il y avait tout. Non, Ringos peut-être pas, mais vibe un peu disco, on va dire. Ok. Mais avant ça, avec un texte où je parlais en français avec l'accent espagnol, sur la bienveillance, sur l'acceptation de soi, sur les autres, sur l'amour. Dans cette première fois, il y a ma grand-mère, ma mère, mon père, ma sœur, mon petit frère de 3 ans. Trop beau. Donc, en fait, dès la première fois, quelque chose s'est installé et allait donner mon rythme. Et même plus que ça, ma première fois, je jouais à 19h. Je devais me démaquiller. Et à ce moment-là, j'étais en double formation. Et je retournais au conservatoire. On avait un spectacle de danse contemporaine. Donc, en fait, déjà, la première fois où j'ai fait du drag, je faisais 2 dates le même jour. 2 spectacles le même jour. Tu fais jamais les choses à moitié finalement. Et ça a fait donner tout mon rythme. Vraiment, Ok. ça. Moi, je suis la pro du double gig, du Bordeaux un jour, Lyon le lendemain, Toulouse l'autre jour. Ça a donné vraiment un rythme de ce que ça allait donner. Et lors de cette première perf, t'as ressenti quoi? Une fierté, de l'impression de me trouver. Ouais. J'en avais fait plein des scènes ouvertes avant, enfin des scènes libres avec ma formation, où j'étais perdu, je parlais d'émotions, de recherche de soi, tout ça, où il se passait pas grand chose en proposition artistique. Et puis, j'ai commencé le drag. Et à partir de ce moment-là, toute ma créativité s'est ouverte. En danse contemporaine, dans le mouvement, j'ai travaillé qu'est-ce que c'est le mouvement féminin. J'ai créé une espèce de mini pièce de 5 minutes où le même mouvement était répété de l'hyper masculin à l'hyper féminin. Puis même à créer des trucs, j'ai fait un tableau de danse absurde sur RuPaul Drag Race, sur Sissi Dadwalk, au Ok. conservatoire. Donc la fierté devant tous les gens de la mairie et tout, représentation 400 personnes, Sissi Dadwalk, et tout le monde était en poule avec des perruques fluorescentes. C'était incroyable. Non, le drag m'a vraiment en mode j'avais tous les éléments, il fallait juste que un truc m'ouvre. Et Ouais. une fois que ça m'a ouvert, bah ça fait vraiment un lance-pierre quoi. Qu'est-ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins dans l'exercice du drag, de faire du drag? Ce que j'aime le plus, c'est la scène. Ok. Ça reste quand même ce moment attention avant, t'es sur scène, j'aime l'idée de passer un message, de raconter une histoire. Ça devient jamais machinal, la scène? Alors si, ça le devient, oui, oui, si. Ça le devient, mais j'essaie toujours d'y mettre un fond et je pense que ma personnalité est tellement un peu too much que même quand ça devient automatique, il y a toujours quand même de la densité et du relief qui est moi. Ok. Après, comme à Bordeaux, j'organise beaucoup des événements où on a 1000 personnes et tout, donc j'ai toutes les casquettes, quoi. Je book, j'organise, je monte la scène, je me maquille, je présente, je fais tout. Du coup, là, c'est un peu plus dans l'automatisme. Mais quand je vois la vidéo, au final, je me dis, ok, bon, mais le show était vraiment good. Donc vraiment, qu'est-ce qui se passe sur scène, c'est ce qui me plaît le plus. Est-ce que t'aimes le moins? Ce que j'aime le moins, ça va être, on va dire, la concurrence. Ok. La concurrence, la comparaison d'une queen à une autre. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Tu veux dire entre les drags ou le public vis-à-vis des drags? Les deux. Ok. Vraiment les deux. Alors, le public maintenant s'y met parce qu'il y a Drag Race et qu'il y a des éléments de comparaison. Mais même avant ça, tu vois, de se dire, ok, celle-là, elle a ces bookings-là, moi, il faut que j'essaie d'avoir ça. En fait, c'est le côté compétitif, pas envers soi-même, mais plutôt vers quelque chose de matériel et de l'ego Bien sûr. qui me plaît pas. Parce que moi, je suis pour la compétition. Franchement, je trouve que c'est quelque chose de très bien. Quand on y va dans un bon mood et qu'on veut se mettre en compétition avec soi-même, qui je suis, qu'est-ce que je vais réussir à sortir, qu'est-ce que je vais sortir en improvisant souvent, ça j'aime trop.
Mais par contre, le côté compétitif, il y a cette date, il faut que j'ai ce truc, toi t'es payé combien, tu vois. Et parce que je pense qu'on peut avoir un côté solidaire et qui porterait tout, tu vois. Bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'avec Drag Race, tu vois, il y a une espèce de césure qui s'est fait entre celle qui a fait Drag Race et celle qui l'a pas fait. Euh, Pas une qui vaut plus que l'autre, hein, c'est pas la question. Au final, je pense il y a autant de points positifs de pas le faire que de le faire. Mais tu vois, et comment au final, maintenant, on va réussir dans la communauté queer, drag et performatif à finalement lier tout. On parle de la même chose, que tu sois drag drôle, ou que tu sois danseuse, ou que tu sois quelque chose. On parle du même message et de la même direction, de la même démarche un peu politique, parce qu'au final, on est en train de faire full politique, hein. Même si c'est dans un côté mainstream, et on le voit dans Drag Race qui est mainstream, les sujets abordés, ils sont quand même C'est ça ma sérieux, deuxième quoi. question d'ailleurs. Est-ce que le drag, c'est encore politique? Oui, le drag, c'est très politique. Enfin, personnellement, vu l'année que j'ai vécue, j'ai eu une année un peu spéciale, avec quelques harcèlements des extrêmes droites par-ci par-là. Oui, on va contextualiser Oui. le propos. C'est qu'en fait, tu as été lynché, on peut dire, hein, Oui, oui. euh, après avoir participé à un événement qui était à destination des enfants, Mhm. qui était un événement qui était là pour l'éveil des enfants. Il y Exactement. avait quoi? Des lectures, il y avait... Alors c'était même pas un événement queer, c'était un Kaba Baby Party, ça s'appelle. Et c'est un événement où il y avait des péricultrices, des sages-femmes, et c'était pour les enfants de 0 à 3 ans, mais c'est surtout pour les parents Ouais. post-naissance, pour se reconnecter avec d'autres gens, aussi pour lâcher un peu les enfants dans des aires de jeu. Et il y avait aussi des Et- dragues, Et et il y avait ça, moi. l'extrême droite n'aime pas Ah du tout. non, 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 l'extrême droite, il touche pas à Et mon touche poste pas à aussi, mon ouais. poste, notamment, qui t'a vraiment lynché Ah oui, en oui. direct Ah sur bah, un plateau télé. quand tu vois la vidéo de toi là sur le grand écran de Touche pas à mon poste avec ta gueule et ta voix, Et après, ça a été un peu la déferlante de haine sur les réseaux. ouais, ouais, ouais. Alors moi, ça ne s'est cantonné que aux réseaux sociaux puisque c'est pas mon nom a pas été sorti et sinon c'est mon nom d'artiste. Ouais. En tout cas, l'organisatrice de l'événement, elle avait son nom, donc coup de téléphone à la maison, menaces de mort, lettres, Ouais. la totale. Oui, donc il n'y avait pas que toi en tant que drag qui a Non, été remis en question, non, c'est non. vraiment toute l'organisation du projet, L'organisation, le lieu. sous prétexte qu'il y avait une drag queen. Ouais. En l'occurrence, toi. Exactement, exactement. Et ce qui a été fou, c'est qu'en fait, l'événement n'a pas eu, enfin, moi, je n'ai pas participé au final à l'événement. Parce que cette colère, elle est arrivée avant l'événement. Oui. 2 semaines avant, c'est sur Twitter, des extrêmes droites. Ok. Et une semaine avant, c'est repris par Touche pas mon poste. À ce moment-là, ils m'appellent Touche pas mon poste pour le lendemain venir sur plateau, avoir un droit de réponse. Ah oui, ils sont ouf. Oui, ils sont Ça bien. veut dire que eux, pour l'audimat, On demande pas consentement avant, mais c'est par ouf, contre, hein. on demande de droit de réponse. C'est-à-dire que ça buzz sur les réseaux, bah viens demain en parler. Nous, ça nous fait de l'audience, on Mais rentre bien du sûr. cash. Et Et puis à ce toi, moment-là, on sait que la question de la transidentité, c'est le sujet numéro 1 qui fait du clic pour Touche pas mon poste. C'était pas la première fois, et puis ça continue encore sur toute l'année. Et après, nous, on a déposé des plaintes à l'ICOM, et j'ai eu une réponse L'ARCOM, l'ARCOM, pardon, ouais. donc qui est le nouveau CSA de CSA, l'audiovisuel. exactement. Quoi. Donc moi, je déclare la séquence comme m'attaquant directement, puis des centaines de personnes la déclarent comme LGBTQIA+ phobe. Ouais. Leur réponse est arrivée en septembre et ils me disent que dedans il y a rien qui est condamnable. Par contre, ils ont mis en place une réunion avec toutes les chaînes pour parler de la question de la transidentité. Revenons à des choses plus joyeuses. Si tu ne pouvais porter qu'une seule perruque, elle ressemblerait à quoi? Elle est violette, elle est lilas ma perruque. J'aime le côté un peu madame, Ouais. un peu wavy de la perruque, mais avec une couleur qui est pas naturelle quoi. Tu fais toi-même tes wigs? Oui, ça arrive. Ouais, souvent. J'en fais faire, comme tout, hein, même le costume et tout. Je me mets quand j'ai pas la thune, mais je fais moi. Hein, je fais ma perruque, je fais mes Petite aiguille, vêtements. ça part. Ouais. Machine et tout, hein. Attention. T'as appris ça pour le drag? Oui. J'ai appris ça en Oui, forme. tu m'as dit tout à l'heure que t'avais pris des cours de couture. Oui. Avant de faire du drag, j'ai pris 10 heures de coups de couture. Ouais, t'étais Dans cette déter. idée. Ouais. Mais Bah, au moins, t'es libre quand tu veux faire un truc. Oui. Bon, c'était pas de la haute couture, mais c'est du travelotage, quoi. C'est pas mal. Ah, c'est quoi justement le rapport que t'entretiens avec la mode? Moi, je suis arrivé très tard sur le côté mode, on va dire, dans mon drag, parce qu'au début, j'étais vraiment
une petite dame un peu vieille, espagnole, avec un peu de froufrou, avec des volants. J'avais des problèmes de colorimétrie et tout. Ça m'arrivait d'aller voir un photographe et ils me disent, waouh, ton maquillage, là, la colorimétrie, ça va pas du tout. Et en fait, mais même comme la musique, j'avais pas une grande culture musicale. Chez moi, on n'écoutait pas de musique. J'avais les films, mais pas la musique. Et le drag a fait que je me suis intéressé de plus près à la mode, à la musique aussi. Tout d'un coup, j'ai découvert plein d'artistes, même français, de partout. T'écoutes quoi? Moi, la musique que j'écouterais en toutes circonstances, ça serait Césaria Evora, Ok. Petit Pays, Ouais. ou Bésame Mucho parce que c'est celle de la préférée de ma grand-mère. Et sinon, j'aime bien toutes les musiques un peu cabaret aussi. J'ai une grosse vibe cabaret. Ok. Ouais, là, je me suis tapé un bon délire, un peu de ça, sur un fond un peu disco. Oiseau paradis. Oh waouh. Il va falloir faire des chansons maintenant. Ouais, peut-être un jour à la T'aimes télé. bien chanter? Ah, j'aime bien chanter, mais la chanson ne m'aime pas, ouais. Après 5 ans de cours de chant, voilà. T'as l'autotune? Mais oui, voilà, c'est ce qu'il faut se C'est dire. bon, maintenant, On on en peut connaît les tout drag queens qui faire. ont fait carrière dans la musique sans Bien sûr. sans Une avoir petite de shape voix. peut-être. Non, Ok, c'est pas ça visé. marche. Si tu pouvais lip sync d'ailleurs une seule et même chanson. Dur. Ce serait une chanson française. Ça serait ma deuxième chanson que j'ai fait en lip sync. Qui est? C'est Où sont mes nichons de Barbara Waldent. Alors je ne connais pas du tout où Ouais. sont mes nichons. Où sont mes nichons, c'est un peu burlesque, c'est Où sont mes nichons? Où sont-ils? Où sont mes nichons? Est-ce Dieu qui les garda pour en faire de petits plats, pour offrir des cacahuètes à Bouddha et Imhotep? Ah j'adore. Ouais, il est Est-ce cool. qu'à la fin on sait où ils sont ou pas les nichons? Ben, elle en a pas. On sait pas. Elle en a pas. Ah Ouais. c'est donc ça. Elle cherche sur elle, elle a pas ses nichons. Elle Ah compare ouais. à tout, elle cherche dans les miches de pain, dans les corbeilles à fruits. Ah j'aime. Et c'est trop bien. Très Et flamboyance. Ouais. Et cette artiste trop ouf, le jour où je la découvre sur France Inter, elle meurt le lendemain, électrocutée, pendant un concert dans une église. Qu'est-ce qu'elle que était c'est que pieds cette nus. histoire? Truc de ouf. Mais moi, mon rêve ultime, c'est mourir sur scène. C'est Dalida quoi. Oui. Dalida, malheureusement, elle voulait. Oui mais Mais dans elle la est pas vibe. morte. Ouais. Dans la vibe, carrément. Je sais pas, parce que c'est l'endroit où je me sens le mieux depuis que je suis enfant, quoi. Et de découvrir cet artiste, en plus complètement burlesque, elle a des textes, what the fuck, très féministes, très engagés, très beaux. Et je la découvre, et le lendemain, elle décède électrocutée sur scène, quoi. Un truc de ouf. Et ça devient ma Your goddess. artiste fétiche, quoi. Ouais. Ah donc Ça toi serait- tu veux mourir sur scène. Genre Ouais. là tu me dis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mourir sur scène. Ouais. Peut-être pas tout de suite Ouais. mais à un moment donné quoi. Bon, juste pour le public, j'espère que ce sera pas d'une mort un peu trop brutale, tu vois. Peut-être un petit truc, quoi. Et c'est terminé pour la Ouais. mariposa. Goodbye, Euh, everybody. ce serait qui ton personnage au Snatch Game dans Drag Race? Je veux pas qu'on me le vole. Ok. Tu veux que je te le dise en off ou tu veux que je te le dise? J'ai lu dans une interview d'ailleurs que tu as dit que tu espérais que le drag devienne un art populaire Carrément. et compris par la société. On en est où en 2023 Ça, c'est une selon vieille toi? interview, ça, je pense. Où il y Ouais. avait pas encore Drag Race quand j'ai dit ça. Ah non, c'était vraiment à Oui. l'époque et tout. Et donc du coup, je me dis, où en sommes-nous selon toi en 2023, là, tout de suite, maintenant, post-Drag Race, Mm. post... On y est à 100%. le C'est-à-dire, drag est populaire et Ouais. compris par la société? alors, par toute la société non populaire. Pas par touche pas à mon poste, a priori, Oui. mais bon. Oh, ça serait tardé une drag queen qui devient intervieweuse. En fait, moi, quand j'ai commencé le drag, les petites soirées, elles étaient au fond de la cave, quoi. Elles étaient avec une Ouais. lampe torche, le mur est sur un thé, on était payé 50 balles si ça se passait bien. Il y avait un truc vraiment underground, du pas vu, du dessous. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens ont croisé une drag queen, ont vu des drags, savent ce que c'est. Moi, j'avais commencé le drag en me disant, ok, je veux faire mon art, pouvoir adresser ça autant à mon oncle espagnol de 50 ans, macho, que à une ado qui se questionne sur sa sexualité ou son identité, me dire qu'en fait, ouais, le message allait passer à tout le monde, et toutes les générations, du plus jeune au plus vieux, ma grand-mère, mon oncle, mon petit frère, tu vois, qui a 3 ans, est là en train de me voir pour sa première fois, et maintenant, vient à tous les shows aussi, mon petit frère. C'est vrai? Ouais, il est à fond, il adore. Il y a eu des moments dans sa vie où il me regardait, il comprenait pas, quoi. Il me disait, j'aime pas quand t'es un papillon. J'avais ces fameuses ailes la première Quand fois. t'avais les ailes. Ouais.
Et donc, Et toute ta mif est derrière toi, quoi. Ah ouais, à fond. Mon J'adore. frère, maintenant, il adore et tout. Il fait des câlins à mes potes drague et tout. Non, il aime trop. Pourquoi tu portes tout le temps la perruque noire? Donc, je lui explique. Il a des avis très précis sur ce que tu dois porter. Il et adore tout. la bagarre, Hatchaman et les drag queens. Et là, je te parlais que j'avais toujours eu en tête mon oncle de 50 ans espagnol qu'il faut qu'ils voient mon show et comprennent. Ouais, Ils sont jamais venus, mais on a eu un documentaire avec France Télévisions, Nouvelle-Aquitaine et Revue Far West à Bordeaux. ok. Et 52 minutes sur notre assaut Fantasme. ils l'ont Avec vu. Alma Del Prince, ouais, et Freya Cor. Et mon oncle l'a vu. Mon oncle a pleuré et m'a envoyé, alors pas directement parce qu'il y a toujours un peu de pudeur, m'a Bien écrit sûr. à ma mère en me disant à quel point il était fier, ému et heureux de voir ça et que ça lui donnait envie de venir me voir sur scène. Tout est possible. C'est-à-dire Ça que fait du bien. ça me fait du bien pour lui. Pas pour moi parce que j'attends pas ça. Mais ça m'a fait du bien pour lui pour me dire ok. Il a vu, il a exprimé déjà ses sentiments, ce qui est ouf. Et il a ressenti des trucs, ça lui a donné envie. Mais pas, enfin, le mindset lui a donné envie. Ouais. La philosophie de vie lui a donné envie, tu vois. D'y aller, de s'exprimer, d'être soi à fond. Parce que je pense que c'est la génération, là, de nos parents, 40-50, sur la possibilité d'être soi-même, c'est C'est très compliqué. compliqué. Mon père, il me sort toujours cette phrase, et dans le docu, il sort, c'est la phrase où tout le monde chiale. Je n'ai pas pu réaliser mes rêves. C'est pour ça que je suis fier et que j'accompagne mes enfants pour que eux les réalisent. Hmm. Et c'est ça, en fait. Mais ma mère, tu vois, elle a un caractère spécial, et je vois qu'elle a jamais pu dans sa vie lâcher un truc, libérer un truc. Et de voir qu'ils contribuent, ou qu'ils participent, ou qu'ils aiment, tu vois, j'ai l'impression qu'ils se lâchent. Et de les voir lâcher des trucs petit à petit. Ça me rend heureux de les voir faire ça. Merci beaucoup. Merci. Merci à la Mariposa d'être venue à mon micro. J'espère que l'épisode vous aura plu. De notre côté, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Flamboyante. N'hésitez pas à vous abonner et à partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse. Bisous.